Bonsoir. Merci à vous tous de votre aimable fidélité à votre émission Un œil sur l'actualité. Nous sommes encore au rendez-vous pour jeter un regard sur l'actualité de ces derniers jours. Le Premier ministre togolais Artem Kwesi Seliagodji Ahmed-Zono a rendu sa démission et celle de son gouvernement au président de la République. C'est dans l'ordre normal des choses. Après une élection présidentielle, on attend donc dans les prochains jours la formation d'un nouveau gouvernement qui va se mettre au travail pour construire les choses. Pendant ce temps, on tire toujours les leçons de la présidentielle du 25 avril dernier pour construire le futur. Et pour en parler, nous recevons le secrétaire national du comité d'action pour le renouveau, Jean Kissi. Jean Kissi, bonsoir. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous vos téléspectatrices et tous vos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. En plantant le décor de cette émission, j'ai dit que le Premier ministre Artem Ahmed-Zono a démissionné ce vendredi. C'est dans l'ordre normal des choses puisque le Togo a un nouveau président, donc il est normal qu'il démissionne. Mais qu'est-ce que vous retenez de l'administration de Zono? Je retiens en fait que, et c'est ça qui est resté, je crois, pour la plupart des Togolais, c'est que sa gestion a été chaotique et catastrophique, surtout la fin de sa gestion. Les 6-9 derniers mois, avec la façon dont il a géré les différents mouvements syndicaux qu'il y a eu sur le terrain, la façon dont même il leur a parlé, les effets psychologiques de cette question, la manière dont il a gaffé dans tous ces sujets-là. Quand vous prenez le sujet concernant le football togolais, là où il a laissé, avant de partir, le Premier ministre Ahmed-Zono a juré dans ce pays. Il a juré, et ça, il a répété pendant une certaine période, qu'il fera les comptes de la CAN qu'on avait joué et qui avait posé problème, où les joueurs étaient restés dormir sur le tarmac de l'aéroport, sur leur sac, à même le sol, etc. Il avait promis faire les comptes de cette CAN. Ces comptes n'ont jamais été faits. Alors moi, je ne sais pas ce qu'il faut donner comme crédit à un homme comme ça pour un seul petit secteur comme le football où on n'arrive pas. Ce n'est même pas le sport dans son entité, hein. Ce n'est pas les 24 fédérations que compte le sport togolais. C'est une des 24 fédérations. La plus grande. Hein. La plus grande, la plus importante, celle que les Togolais aiment le plus d'ailleurs. Et qu'il n'ait pas pu faire les comptes de cette CAN jusqu'à déposer sa démission, c'est vraiment dommage. C'est difficile que, en tout cas, c'est ce qui est resté pour les Togolais. Et ce n'est pas bien du tout. Vers la fin, sa gestion a été vraiment chaotique et catastrophique. Mais vous, ce que vous retenez de lui, ce n'est que la fin, mais tout ce qu'il a fait depuis, c'est maintenant 2 ans, 8 mois qu'il fait, il a quand même connu des avancées. Hein. Il a contribué à ce que le Togo soit aujourd'hui sur un chemin de développement, vous ne croyez pas? La CAN, il y a 2 ans. Donc depuis 2 ans, il y a des choses qui sont promises et qui ne sont pas faites. Des choses que les Togolais attendent. Des obligations même. Les comptes de la CAN, c'est une obligation. Ce n'est même pas seulement une promesse. C'est une obligation que quand tu dépenses l'argent de quelqu'un, tu es obligé de rendre compte. Souvenez-vous, nous tous, on avait augmenté 100 francs, je ne sais pas combien, sur le prix du ciment. Pour pouvoir combler cette affaire-là, on avait fait quelque chose sur le prix de toutes les télécommunications pour pouvoir combler cette affaire-là sans même demander notre avis. Alors, il est de son obligation de rendre compte. Normalement, s'il n'arrive pas à rendre compte pendant sa gestion, il devait rendre compte devant la justice. Vous prenez les 2 fois où il est venu au pouvoir et puis il a été reconduit. Mais qu'est-ce qu'il a promis de manière essentielle? Qu'il allait faire les réformes. C'était le premier point de son programme de gouvernement. Au premier comme au deuxième. Aujourd'hui, les réformes ne sont pas faites. Comment voulez-vous, qu'est-ce que vous voulez que je mette à son crédit? En tout cas, il est une réalité aujourd'hui que les réformes ne sont pas faites. Alors que c'est ce qui est intéressant pour le pays. C'est la marque qu'il peut laisser avant de partir. Si au moins il avait laissé cette marque-là, de faire les réformes avant de partir, on aurait pu dire que oui, ça a été fait. Mais là, il est difficile que vous citez quelque chose, ça va être rare. Ça serait peut-être 10% des points qu'on peut toucher dans un gouvernement, qu'on peut dire qu'il peut avoir eu, et ça ne saute même pas aux yeux. Voilà un peu le problème. Même quand vous parlez, vous prenez la façon dont les routes se font,
C'est vrai que là, il y a un petit effort, mais on ne peut pas, pendant qu'on fait les routes, on a fait un certain nombre de routes à Agouin, les grands artères qui permettent de décongestionner le pays, comme la route des rails, ici, quand vous quittez Atikoumé, pour venir, cette route essentielle-là, qui est là, comme pour longer la frontière du Ghana, en descendant vers nous, il faut envisager quelque chose vers là. Le corridor intérieur du pays, la route qui va partir de Lomé et qui va arriver à Saint-Cassé, c'est une route économique essentielle pour le pays. Ce corridor-là, on a besoin de s'en occuper. Quand vous prenez ce qu'on appelle la route de Palimé, ça fait 6 ans, 3 mois qu'on a cassé les maisons des gens sur la route de Palimé. Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire. Il fut un temps, on a cassé toutes les maisons qui sont aux abords de la route de Palimé, que ce soit à partir du sud ici, jusqu'à dépassant Zanguera, un peu légèrement après Zanguera. On a cassé toutes ces maisons. Vous allez chez les Togolais, vous cassez leurs maisons en disant que vous voulez construire les routes. Vous cassez les maisons 6 ans après, vous ne construisez pas les routes, les populations vont être frustrées. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment, je ne sais pas. Donc pour vous, en résumé, Ahmed Zounou a été un mauvais Premier ministre. Si vous faites un bilan positif de ce qu'il a fait là, ça veut dire que le Togo ne peut s'attendre à rien. Non. Pour qu'on sache, en ce moment où il dépose son bilan, que le Togo doit avancer, que le pays a des problèmes. Ce pays est pliant de problèmes. Que le pays a des problèmes et qu'une fois pour de bon, il faut commencer toujours de regarder le côté problème et pas aussi ce qui se fait de bien. Et parce que ce qui se fait de bien n'est pas palpable. Ce qu'on pouvait faire de bien ne se fait pas encore. C'est ça qu'il faut faire. Et dites-moi, qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui? La flambée des prix du maïs, peut-être on en parlera plus tard. C'est au moment où il est en train de partir qu'un problème comme ça se pose. Quels sont les problèmes positifs que vous pouvez poser? Nous aurions pu croire que l'OTR aurait pu être un point positif pour lui. Mais on ne voit pas encore les effets de l'OTR puisque je suis député à l'Assemblée nationale. Et pour la gestion qui vient de passer 2014, nous avons été obligés de faire un collectif budgétaire à la baisse. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre? Nous avons vu dans la gestion du budget 2015, nous avons voulu que dans ce budget-là, on oriente le budget vers les secteurs prioritaires à fort taux de potentialité. Mais ce qui n'a pas été fait. Tout l'argent a été encore mis au ministère du Développement à la base. Alors, pour faire quoi? Un grand budget a été mis au ministère des Travaux publics. Où, dans ce domaine-là, tout le monde peut reconnaître que quelque chose est fait. Mais de manière essentielle, par rapport à ce qu'on a consacré aux travaux publics et par rapport au secteur prioritaire, comme l'agro-business, je dis, il y a des problèmes. Même les orientations ne sont pas bonnes. Les orientations ne sont pas encore bonnes. Il faut prendre de bonnes orientations, faire les réformes sur le plan politique, comme les réformes de la bonne gouvernance. Les réformes relatives à la bonne gouvernance, je l'ai dit sur votre plateau, heureusement, je crois que c'est à ma dernière émission, que moi, je place ces réformes-là à 50%, 50% par rapport aux réformes politiques. À la limite, même un peu plus. Je ne dirais pas que les réformes politiques sont plus importantes que les réformes relatives à la bonne gouvernance. Non. Les réformes relatives à la bonne gouvernance et à la gestion du pays sont au même diapason, pour moi, que les réformes politiques, sinon plus importantes encore. Mais là aussi, il n'y a aucune orientation. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on mette à son actif? C'est ça le problème. Et maintenant Zounou est parti. Vous pensez à quel profil du prochain Premier ministre? C'est difficile. Ce n'est pas à moi de proposer des premiers ministres pour le chef de l'État. Mais il y a des hommes... Faire revenir un onusien, par exemple? C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est onusien et qu'on est nécessairement un bon Premier ministre. Mais il faut reconnaître que Humbo a fait un certain nombre de choses. Et que vous avez l'impression dans toutes les rencontres que nous avons avec lui qu'il est travailleur. Même si on ne lui a pas laissé la main sur toutes les questions de réforme. Donc, vous sentez dans la manière même dont il a démissionné que c'est quelqu'un qui a la volonté de travailler. Parce que quand tu es conscient de ton travail, tu prends ton travail en cœur, tu connais les données régaliennes de ton travail, tu connais l'orthodoxie de la mission que tu as. Si il y a tellement de blocages, le blocage arrivé à un certain niveau, mais tu seras obligé de partir. Vous savez, et puis, il faut un franc-parler. Parce que les dirigeants africains, tels qu'ils sont, même si demain,
Maître Apevon devient président de la République, ou si demain, Gogué devient président de la République, nous avons la même obligation. Nous avons l'obligation que nous, les intellectuels, les cadres qui avons la possibilité de les entourer, on ne puisse leur dire que la vérité. C'est en ce sens que j'apprécie, par exemple, le professeur Kako Nouboupo. Quand Nouboupo est devenu ministre, quand il vient à l'Assemblée nationale, et les députés du pouvoir, et nous-mêmes les députés de l'opposition, vous prenez du cas ANC jusqu'à Adi, nous tous quand même, on apprécie son franc-parler, et on se demande où est-ce qu'il trouve le courage de dire ce genre de choses. Est-ce qu'on ne va pas l'enlever du jour au lendemain? Voilà un certain nombre de choses. Je ne dis pas, le système même, j'ai l'habitude de le dire, tel que le système est conçu. Si les institutions ne sont pas déverrouillées, comme Maître Abouibo a l'habitude de le dire, il est difficile de prendre quelqu'un et que la personne fasse preuve totalement de son talent dans le système. Ça veut dire ce que vous êtes en train de dire, c'est que le prochain Premier ministre ne fera pas mieux que Zounou, c'est ça? Non. Parce qu'il sera aussi dans le système. Le prochain Premier ministre peut faire mieux. Le système empêche. Ça, c'est un élément. Mais le second élément que je suis en train d'évoquer, c'est d'abord la qualité aussi de la personne. C'est deux éléments qui jouent dans la balance. Donc, c'est ces deux éléments qui jouent. Et tout le monde a reconnu que même... Regardez combien de discussions nous n'avons pas eu avec Mbo lorsqu'il était là sur la question des réformes. Combien de discussions nous n'avons pas eu là-bas. Togo Télécom 1, c'est lui qui l'a ouvert. Il y a eu un certain nombre de choses. Et il vous fait part de son engagement et de sa volonté d'évoluer sur un certain nombre de terrains. Même si le système le bloque, vous comprenez? Et il a l'habitude quand même de dire, de reconnaître un certain nombre de vérités. Il ne joue pas sur les mots, il fait de la dialectique, il fait du flou, etc. C'est ce que nous avons connu pendant ces 2 dernières années. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour une république qui se trouve à notre niveau. C'est une république qui est dans la banane à ce moment. Et il faut l'en sortir. Donc il faut quelqu'un qui ait du courage. Quelqu'un qui ait le courage avec ses ministres, notamment ses collaborateurs dans le gouvernement, de leur dire la vérité, de sanctionner, de mettre un cap sur la question de la corruption. Quelqu'un qui est en mesure de discuter avec le chef de l'État. Parce que ce que nous avons au Togo, malheureusement, et c'est dommage, c'est un système que je n'apprécie pas du tout, c'est que nous avons un système présidentialiste. Ça veut dire que la seule personnalité qui est réelle ici, qui a une considération on dit chez nous en hébreu Oklina Djanani, la seule personnalité qui a ça dans ce pays, c'est le président de la République. C'est normal, c'est lui qui a été élu par le peuple. Mais c'est dommage, la démocratie ce n'est pas ça. La démocratie, quand vous prenez les grandes constitutions, vous prenez même la constitution togolaise, on vous dit la souveraineté appartient au peuple et qui le gère à travers ses représentants. Voilà. Qui l'a confié à une personne. Voilà, mais qui le gère à travers ses représentants. Regardez la constitution, c'est ce que ça dit. C'est les représentants du peuple d'abord. Parce que tout le peuple, lorsque tout le peuple est réuni quelque part, le chef n'est pas au-dessus du peuple. Au-dessus du président de la République, puisqu'il a le pouvoir de dissoudre ces représentants-là. Oui, mais les représentants dans leur ensemble, l'Assemblée nationale telle qu'on dit, ce n'est pas une question de qui est au-dessus de qui. Non, c'est une question de quelle institution doit avoir le pouvoir qu'il faut pour pouvoir contrôler les choses. Attends, les ministres qu'ils nomment, c'est nous qui avons normalement la prérogative de les contrôler. Puisque l'Assemblée nationale est chargée du contrôle de l'action du gouvernement. Donc l'exécutif, c'est quelqu'un que l'on élit et à qui on donne le mandat de gérer les biens pour nous. Le législatif, c'est les représentants du peuple. Parce que tout le peuple ne peut pas se réunir quelque part, il désigne les gens qui se réunissent en son nom pour contrôler ceux à qui le peuple a donné mandat de gérer les biens. Voilà, c'est pour ça que quand vous allez aux États-Unis, les gens vous diront, quand vous voyez le Capitole et vous voyez la Maison Blanche, la différence est réelle. Le Capitole, c'est un bâtiment Mars. Et avec toute sa puissance, toute son imposance, le Capitole. Et quand vous allez, les Américains vous expliquent. Ça fait transparaître la façon dont les Américains ont besoin que leur pouvoir soit géré dans le pays. Parce que tel que le Capitole est construit, c'est la considération, le pouvoir qu'on lui donne. Et la sobriété qu'on a donnée à la Maison Blanche, c'est aussi par rapport au poids que chacun des pouvoirs a. Donc je dis que la seule réalité qu'on reconnaît dans ce pays, c'est malheureusement le président de la République. Alors quand le Premier ministre est là, il a le devoir de dire au président de la République les vérités qui sont dans le pays, les réalités qui sont dans le pays, les goulots d'étranglement qui sont là. Mais quelqu'un qui est du béni oui-oui et qui fait tout, qui va même jusqu'à être
un peu, je dirais, c'est insolent, c'est le mot que je ne voulais pas utiliser, à l'endroit du peuple, pour plaire au chef, dans une république, ça ne peut pas marcher. Franchement, je crois que celui qui va venir, il faut qu'il tienne compte de ça. Maintenant, un Premier ministre de l'opposition, vous y croyez, vous? Parce que le président de la République a montré son ouverture vis-à-vis de l'opposition. Je n'en vois aucun signe et je n'en vois pas les éléments. Vous savez que, par exemple, nous, on a dit qu'il faut les réformes avant toute chose. Nous ne reconnaissons nos amis politiques que par rapport à leur engagement pour leurs réformes et par rapport aux actions qu'ils mènent pour les réformes. Si d'autres personnes sont prêtes au niveau de l'opposition à aller porter ce manteau, je ne sais pas trop, mais là où on est, je n'en vois pas les signes. Vous, au cas où vous n'irez pas, si on sollicite Maître Pévon, il n'ira pas? La première chose à faire dans la République, ce que nous attendons, le premier pas que nous sommes en mesure de faire, c'est par rapport aux réformes. Je dis même, nos amis politiques désormais, on n'est pas amis parce qu'on est tous amis politiques parce qu'on est tous dans l'opposition. Nous choisissons nos amis politiques par rapport à leur posture, par rapport aux réformes. Celui qui continue à bloquer les réformes n'est pas notre ami politique. Et on ne peut pas être tendre avec lui. Mais celui qui est un pro-réforme, il est notre ami politique. Donc avant de discuter de toute autre question dans cette République avec nous, il faut d'abord discuter des questions de réforme. Auredimon parlait hier de quelque chose. Je crois que c'est probablement le cheminement dont cette République aura besoin. Réforme, transition, alternance. C'est probablement le chemin. Parce que c'est lors d'une transition qu'on se donne des confiances mutuelles. C'est lors des réformes et de la transition qu'on donne la garantie que demain, il faut que vous acceptiez l'alternance. Qu'après l'alternance, il y a dans les textes toutes les garanties que demain, nous aussi qui allons venir, nous allons partir et que vous aussi, vous allez venir le surlendemain. Et que, voilà. Ce que vous dites là, ça veut dire, aujourd'hui, nous avons déjà un test, on n'a pas encore les réformes. Si on sollicite le quart pour être Premier ministre dans le gouvernement de Faure Gnassingbé, est-ce que vous allez poser comme condition que le chemin vers les réformes soit clair et bien tracé avant d'accepter? Non, nous ne sommes pas à la porte du gouvernement. Nous ne pensons même pas à cette question du gouvernement. Le gouvernement ne nous intéresse pas en ce moment. Mais la première question à régler dans le pays, c'est la question des réformes. Et ça ne se fera pas avant un gouvernement. C'est ce que je dis. Donc, il faut comprendre par là qu'on ne va pas au gouvernement. C'est les réformes, le premier pas que nous pouvons poser avec quelqu'un dans ce pays. On va revenir maintenant à la question des élections. Si aujourd'hui Ahomey Zono démissionne, c'est parce que suite à l'élection présidentielle du 25 avril dernier, Faure Esozimna Gnassingbé a gagné. Il est donc le président qui est là actuellement jusqu'en 2020. Et donc, il est dans l'ordre normal des choses que Ahomey Zono démissionne. Pour vous, quelles sont les grandes leçons que vous avez tirées de la présidentielle du 25 avril dernier? Nous avons eu la chance de tirer toutes les leçons avant même la présidentielle. C'est bizarre. C'est pour une première fois que ça se passe comme ça. C'est comme si derrière nous, il y avait un devin qui nous a montré tout ce qu'on peut tirer comme leçon, tous les éléments qui vont y sortir. Et on les a épluchés un à un. On a dit... C'était un scénario prévisible. Voilà. Non, non, c'est un scénario prévisible, déjà dessiné, peut-être même conclu entre des gens. Les éléments que j'ai progressivement portent à me demander si ce n'est pas un jeu, les élections qui sont passées. J'ai l'impression que finalement... Un jeu dans quel sens? Un jeu, ça veut dire qu'ils ont convenu que les choses se passent comme ça. Tous ceux qui ont été aux élections ont convenu que les choses se passent comme ça. En tout cas, ceux qui ont été mis en tête en tant que tels, ceux que quand le président Dramani est venu, Mahama est venu au Togo, il les a rencontrés seul à seul, avant de rencontrer les autres en groupe. Pourquoi? Jerry Tama, en faisant les comptes rendus de la première rencontre que le président Mahama est venu avoir avec les candidats, Jerry Tama a dit quand le président est venu, il a reçu le candidat Faure, il a reçu le candidat Fabre, et puis il les a reçus ensemble. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin de tirer les leçons, de situer les responsabilités. Et puis, quand le président Mahama et le président Alassane Ouattara sont revenus, ça a été encore un schéma pareil qui est sorti. Mais qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qui est caché en dessous de ça? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont fait la navette à Yamoussoukro, à Abidjan, à Accra, avant que ces présidents ne viennent?
Il faut que ces gens disent la vérité au peuple. Je demande à vous les journalistes de fouiller. Fouillez s'il vous plaît. Fouillez pour savoir, est-ce que vraiment, avant que le président Mahama ne rentre dans le sujet togolais, avant que le président Alassane Ouattara ne rentre dans le sujet togolais, est-ce qu'il y a eu des gens qui derrière nous ont fait la navette d'Accra? Est-ce qu'il y a eu des gens derrière le peuple qui ont fait la navette d'Abidjan? Est-ce qu'il y a eu des gens derrière le peuple qui ont fait la navette à Yamoussoukro pour que ça puisse se passer? Nous avons besoin de savoir. Posez-leur la question. Le peuple a besoin de savoir et de situer les responsabilités. Est-ce que quelque chose de pareil a pu avoir lieu? Je ne sais pas, parce que les gens ont le courage de dire des éléments. Des gens même qui étaient avec eux. Souvenez-vous, M. Abbas Kaboa était avec eux pendant longtemps avant de partir. Quand les élections sont finies, M. Abbas Kaboa a eu le courage de dire sur une radio de la place, notamment Radio Canal FM, dans une émission Club de la Presse, qu'il y a des gens qui ont pris l'avion, qui sont partis à Yamoussoukro. Mais est-ce que c'est vrai? Mais si ce que M. Abbas Kaboa dit est vrai, alors qu'est-ce qui s'est tramé? Et pourquoi les choses se sont passées comme ça? On devait le savoir. C'est quand même grave. Parce que finalement, le schéma dans lequel on est, c'est ça. On n'a ni les réformes, on n'a pas l'alternance. Au moins le schéma que nous on proposait, même si jamais l'alternance n'arrivait pas, si d'aventure l'alternance n'arrivait pas, et notre schéma amenait inéluctablement l'alternance. Vous avez toutes les preuves sur le papier aujourd'hui. On n'a rien pour y croire. Hein. Mais vous avez, Monsieur Niaoui. C'est facile de le dire hein, quand le scénario n'est plus pareil. Hein. C'est facile de dire que c'est nous qui avions raison parce que nous avions donné ceci, nous avions tracé ceci. Ça, c'est tellement facile de le dire aujourd'hui. Monsieur Niaoui, vous avez toutes les preuves aujourd'hui pour savoir hein, que si les réformes étaient faites, rien que tel qu'on le proposait, d'abord, on aurait l'alternance, on serait dans l'alternance aujourd'hui. Mais je vous donne un seul élément. Je vous donne un seul élément. Combien de Togolais se sont manifestés pour aller voter? 3 559 000. Si mes chiffres, je les ai gardés en tête. Combien de Togolais, celui qui se déclare président aussi, dit avoir rassemblé sur sa personne? 1 228 000. Faites le calcul, ça donne 34,8%. Ça veut dire que si tout le monde était content de rentrer dans les élections, et que c'était une élection à 2 tours, ça veut dire qu'il y a l'alternance aujourd'hui. Parce que 34,8% ne permet pas de gagner une élection au premier tour. Dans une élection à un seul tour, 34,8% peut permettre de gagner. Si le second a 30%, 34,8% peut déjà permettre au premier de gagner. Mais dans une élection à 2 tours, 34,8% ne gagne pas. Je voudrais rappeler, en passant que, en Côte d'Ivoire, celui qui a perdu les élections était premier au premier tour et a eu 38%. Donc plus que les 34%. Mais malgré les 38%, il a été battu au second tour parce qu'il y a eu rassemblement des voix. Je retourne un peu encore avant, plus récent, Macky Sall, pour que Macky Sall puisse réussir les élections et battre Wade, qui ne voulait pas partir. Wade était dans la même posture que le président Faure. On demandait l'alternance, on demandait la limitation de mandat, qui n'avait pas le droit de se présenter. Il disait non, que lui, la Constitution lui donne le droit de se présenter encore. Ils étaient dans un schéma. Ils sont allés aux élections. Au premier tour, Wade a eu 41%. Mais au second tour, on l'a battu. Ça veut dire que avec les 2 tours, la victoire était dans la poche. L'alternance était là. Personne d'autre n'a eu mentir au peuple. Quelquefois, et c'est ça qui me fait de la peine, tout le monde prend ce peuple-là pour jouer. Tout le monde fait un jeu avec le peuple. J'ai écouté quelqu'un qui se dit politicien, avant-hier je crois, sur un média à Zéphyr. C'était le docteur Iou, qui disait que non, même si c'était 2 tours, Faure avait gagné. Mais c'est faux. Mais il a menti aux Togolais. Et il disait en 93, c'était 2 tours, il y a Dema gagné. 98, c'était 2 tours, il y a Dema gagné. Mais il tourne la tête aux réalités. Il tourne la tête aux réalités. Parce que 93, tous les candidats qui sont allés aux élections étaient des candidats du bord du pouvoir. Et l'opposition avait boycotté. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que en 93, on avait envoyé le président Jimmy Carter ici. Vous vous souvenez? C'est même difficile que dans un pays, et pour même dire un pays de l'Afrique, un sous-secrétaire d'État américain se déplace. Mais pour une élection comme ça, ils ont fait déplacer un ancien président américain pour venir. Jimmy Carter est venu. Jimmy Carter a venu les conditions d'organisation des élections. Jimmy Carter a dit que ce n'était pas des élections sérieuses. Il est parti. Et nous avons, au niveau de l'opposition, dit non, de toutes les façons, les jeux étaient joués d'avance. On n'y va pas. On n'y est pas allé. Et Adema y est allé seul, avec des gens de son camp. Des gens tous de son camp. Alors, qu'est-ce qu'on lui a imposé?
on lui a imposé que les élections n'étaient pas bonnes et qu'il organise des législatives avec des conditions qu'on lui a imposées. C'est des législatives qu'il a perdues. C'était les législatives de 94 où le CAR avait gagné. Voilà un peu. Quand vous prenez 98, tout le monde sait ce qui s'est passé. C'était la commission Awa Nana. La présidente de la CENI a refusé de publier les résultats parce que dans les urnes, tout ce qu'on a vu, les résultats qu'il a, quelqu'un d'autre a gagné. Gilles-Christ Olympio avait gagné en 98. Mais Awa Nana ne pouvait pas prendre le courage de proclamer ses résultats. Arrivé à un moment où elle ne savait plus quoi faire, mais elle a laissé tout tomber. Elle est partie. C'est un coup d'État qui a été fait en 98. Et après ce coup d'État-là, Jacques Chirac est venu dans ce pays. Vous vous souvenez? Jacques Chirac est venu. Et c'est Jacques Chirac qui est allé voir les Togolais de l'opposition pour dire « Ok, le coup d'État est passé. » Déjà, dès le lendemain des élections, l'Union européenne a dit « Les élections togolaises sont sorties de son cadre légal, qui ne vont pas considérer ces élections-là. » Voilà, c'est déjà un grand pas de dire ça. À la suite de ça, ils ont envoyé Chirac. Et quand Chirac est venu, Chirac a demandé que des discussions soient faites, des réformes soient faites et qu'un accord soit signé. C'est ce que nous avons appelé l'accord cadre de Lomé. Voilà un peu. Mais au moins, si nous allions à ces élections-là, au moins dans les conditions que 93, et ça ne pouvait même plus se faire. Parce qu'au moins en 93, Adema avait eu le temps de mettre quelques candidats fantoches. Mais au moment où, à 45 jours de scrutin au Togo, on clôturait les candidatures, personne n'avait plus le droit de poser sa candidature. Le délai était passé et qu'il n'y avait plus de possibilité et qu'il y avait 4 candidats de l'opposition. Si les 4 candidats de l'opposition se retiraient, Foll seul au 21e siècle, dans une cité où même en URSS devenue la Russie, on ne va plus aux élections en un tour, Foll ne pourra pas aller à ces élections seul. Il sera obligé de faire les réformes. Le seul pays au monde où on va encore à des élections seules, c'est la Corée du Nord, où ça se fait dans ces conditions. Je ne crois pas que Foll ait envie de ressembler à la Corée du Nord. Donc, on était arrivé à trouver une situation de blocage qui pouvait, en rentrant dans ce délai-là où on ne pouvait pas poser d'autres candidatures, qui pouvait le bloquer à aller vers les réformes. Mais nos amis auraient pu aller vers là. C'est-à-dire, ils ne sont pas allés vers là. C'est que pour vous, aujourd'hui, si l'opposition a échoué, c'est qu'elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même, c'est ça? Mais ceux qui ont été à ces élections, parce que quand vous dites l'opposition, quand le courant de l'opposition qui a été aux élections, le courant de l'opposition a été à ces élections-là, ce courant d'élection ne peut se prémunir de sa propre turpitude. C'est naturel. Non seulement ça, mais ils nous ont mis dans un jeu malsain. Ils ont mis le peuple dans un jeu malsain. Parce que la question est de se demander aujourd'hui, entre ceux qui ont demandé, ceux qui sont allés à ces élections sans les réformes, et ceux qui sont restés fidèles à la doctrine suivant lesquelles, sans réforme, pas d'élection, qui est-ce qui est resté fidèle, qui a raison, et qui a trompé le peuple, et qui a trahi le peuple? Répondons au moins à cette question. Bon, vous aussi, au CAR, on sait que vous étiez les premiers à choisir votre candidat pour l'élection présidentielle. Nous avons choisi notre candidat pour Arc-en-Ciel, parce que nous attendions 2 tours de scrutin. Et ça, nous l'avons réclamé jusqu'au bout. Nous attendions 2 tours de scrutin, un bon candidat de l'Arc-en-Ciel qui pouvait représenter une alternative pour aller à ces élections avec l'engagement d'un report systématique des voix sur le candidat de l'opposition qui serait au 2e tour, ou d'un report systématique des voix sur Apevon, si c'était Apevon qui était au 2e tour, d'un report systématique des voix sur Gogué, si c'était Gogué qui était au 2e tour, ou bon, si dans l'autre camp, dans ce camp-là, c'était Fab qui était choisi, etc., c'était le tour. C'était dans ces conditions que nous avions choisi notre candidat pour l'Arc-en-Ciel, et je crois même 6 mois avant les élections. Mais lorsque nous sommes allés au conclave, qu'est-ce que nous avons conclu au conclave? Que ces élections n'ont aucun sens s'il n'y a pas de réforme. Les gens sont allés plus loin que nous. Les gens sont allés plus loin même que l'expression là, en disant pas de réforme, pas d'élection. Et je me réjouis aujourd'hui de me retrouver ici, parce que c'est vous qui leur avez projeté leurs paroles ici. Quand les journalistes ont sorti cette question, Sas Garou sur Canal FM, Joachim sur Victoire FM, a sorti cette question, les gens ont juré qu'ils n'ont jamais dit ça. C'est ici que vous leur avez sorti les images. Voilà, vous avez dit ça. C'est l'engagement que vous avez pris devant le peuple. Pourquoi vous avez renié l'engagement? Ce que moi je cherche à savoir, qu'est-ce qui est en dessous? Pourquoi ils ont renié l'engagement qu'ils ont pris solennellement devant le peuple? Non seulement dans vos studios, mais aussi dans tous les meetings à Avepozo,
sur le terrain de Djidjolé. Qu'est-ce qui les a amenés? Qu'est-ce qui est caché derrière le renoncement de cet engagement-là? Nous avons besoin de comprendre. Si nous ne faisons pas le bilan, si nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas avancer. Parce que quand vous ne savez pas ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas savoir où vous allez. C'est Tino Achebe qui disait dans l'un de ses bouquins, l'homme qui ne sait pas où la pluie a commencé par le mouiller ne peut pas savoir où ses habits ont séché. Puisque tu ne sais pas que tu es mouillé, comment peux-tu savoir que tes habits ont séché? Nous avons besoin de savoir. Le peuple a besoin de savoir. Et c'est ce que Redimon disait hier sur Victoire FM. On s'en prenait à lui. Mais ce que Redimon dit, c'est la vérité. On est obligé de tirer les responsabilités, de faire le bilan. On ne peut pas tromper le peuple. On ne peut pas magouiller derrière le peuple. On ne peut pas, même si on ne magouille pas, on ne peut pas orienter le peuple dans une fausse direction et puis ne pas faire le bilan. On a fait les élections en Angleterre la dernière fois. Pas moins de 2 ou même 3 chefs de parti qui ont démissionné en disant que là où ils sont arrivés, ils sont toujours dans le parti. Mais comme ils ont amené le parti à l'échec, ils sont obligés de revenir en arrière pour laisser quelqu'un d'autre aussi essayer. Ici, il faut donner des circonstances atténuantes du fait que notre démocratie est jeune. Mais quand vous faites quelque chose une fois, 2 fois, et que vous échouez, mais une fois on vous a donné tous les éléments, et que vous échouez volontairement, laissez quelqu'un aussi essayer. Et c'est ce vers quoi nous allons. On ne va pas répéter la même chose. En tout cas, avec la présence d'une jeunesse comme la nôtre, avec la présence d'une génération comme la nôtre, on ne va pas répéter les mêmes choses. Non. Maintenant, pourquoi vous, au quart, lorsque vous aviez vu que vos amis étaient prêts à aller dans cette élection, malgré que les conditions n'étaient pas réunies, pourquoi n'avoir pas soutenu le candidat qui naturellement paraissait le plus fort, pour au moins provoquer la tendance, parce que vous avez appelé à boycotter cette élection, ce qui a démobilisé plusieurs Togolais. Monsieur Niaoui, en quoi vous déterminez un candidat naturel? En quoi vous déterminez un candidat naturel? En 2010, nous avons été arrivé en deuxième position. Nous avons été... Jean-Pierre Fabre était arrivé en deuxième position en 2010. D'accord. C'était donc dans la logique normale des choses, en voyant les 5 candidats, que lui et fort, ça allait se jouer entre les deux. Aucune logique normale n'est comme ça. Vous avez reconnu que quand les deux présidents sont arrivés, vous qui avez fait ça. Que ces deux-là. Mais c'est vous. Parce que c'était les forts. C'est les journalistes, c'est la communauté internationale. C'est RFI. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens dans une démocratie. Depuis quand on va aux élections en France, on dit que non, c'est le Parti socialiste et le parti l'UMP seul qui sont favoris. Ça se dit que ça va se jouer entre les deux. Non. Entre l'UMP et le Parti socialiste. Non, ce n'est pas. Peut-être la droite, l'extrême droite viendra créer une surprise, mais on ne la verra jamais au pouvoir. Mais moi, j'étais en France. J'étais en France. Vous lorsque le cas où Chirac, Jospin, Chirac, Jean-Marie Le Pen étaient candidats et c'est Jean-Marie Le Pen qui était sorti. Alors à la limite, si nous sommes des myopes politiques, on doit reconnaître que voilà des événements qui se passent et que dans une élection, on est obligé de donner les mêmes chances à tous. Honnêtement, au Togo, vous ne reconnaissez pas que dans l'opposition, c'est Jean-Pierre Fabre qui est le chef de file, qui est le leader, celui qui a le peuple derrière lui, du moins c'est une grande partie du peuple derrière lui. Il n'y a pas de chef de file, nulle part. Il n'y a pas de chef de file dans une démocratie multipartite. La preuve, c'est que nous avons été aux élections de 1994. Nous l'avons gagné. Mais en 1998, quelqu'un d'autre a été en avance sur nous. En 2003, quelqu'un d'autre sera en avance sur l'autre là. C'est ça. Mais, monsieur Niaoui, il y a des choses, des analyses que vous devez faire. Parce que vous êtes des leaders d'opinion. Vous n'êtes sur aucun camp. Il y a des analyses que vous devez faire. Avant les élections présidentielles dernières au Sénégal, Macky Sall était classé où? Macky Sall était classé 5e. Macky Sall était classé 5e. En première position, les gens classaient Wade. En deuxième position, on classait Tanor Dieng. En troisième position, on classait Moustapha Niasse. En quatrième position, on classait Idrissa Seck. Et c'est seulement en 5e position qu'on parlait de Macky Sall, qui a gagné ces élections. Alors, ils sont presque dans le même système que nous, si on avait les deux tours. La politique n'est pas une science exacte. Oui, la politique c'est ça. Ça va, ça remonte, etc. Ça monte, ça descend. C'est comme ça. Dans le contexte togolais de 2015, c'était logique, n'est-ce pas? Il n'y a rien de logique, c'est ce que je dis. Quand vous prenez le contexte... Est-ce que vous voyez dans ce contexte-là, Jerry Tama, professeur Gogué ou Tchassona Traoré venir dépasser Jean-Pierre Fabre? Mais il y a des gens dans l'opposition qui ont été en mesure de battre Jean-Pierre Fabre.
peut-être que si Kofi Nyanya n'avait pas eu ce problème-là, il aurait battu Jean-Pierre Fabre. Après, on pouvait le battre. Il y avait d'autres personnes. En fait, si les gens voulaient être candidats uniques, si on est sûr de battre tout le monde, pourquoi est-ce qu'on veut être candidat unique? Si on veut battre tout le monde? Non. Si on veut, on a bloqué les réformes pour que nous ayons des élections à un tour, c'est parce qu'on craint d'être dépassé par un autre candidat et qu'on ne veut pas que ce schéma se produise, qu'on veut être maintenu chef de file de l'opposition. À la limite, ce n'est même pas moi qui le dis. Il y a nos aînés qui sont des analystes politiques, qui sont restés un peu en retrait de la situation politique actuelle que nous vivons et qui ont fait l'analyse. Vous avez lu l'analyse de Emmanuel Goukonou? Emmanuel Goukonou a produit cette semaine même une analyse cinglante sur la situation politique togolaise, où en prenant tous les éléments, il est arrivé à la conclusion qu'en réalité, la posture de l'ANC dans ces élections relevait du seul fait qu'il voulait demeurer chef de file de l'opposition et qu'il savait en bonne et due forme que sans les réformes, que Faure gagnait, que les choses étaient conclues d'avance, que tout était biaisé d'avance, mais l'essentiel, c'était de garder le chef de file de l'opposition. Et que pour ça, il ne fallait pas faire les réformes et il leur fallait un tour de scrutin pour légitimer. Et alors, c'est comme ça que c'est parti. Au nom de quoi, avant les élections, alors qu'on a 5 candidats, RFI va se permettre le droit de dire que ces élections vont se jouer entre 2 challengers et que celui qui est en vue de gagner, c'est Faure. Finalement, c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que dans des hémicycles, dans des chancelleries, dans des trucs quelque part, il y a des choses qui se magouillent. C'est tout ça que nous voulons éviter en demandant les réformes. Mais nous n'avons pas été écoutés. C'est dommage. Mais les gens qui sont dans ce jeu, les gens qui sont restés dans ce jeu jusqu'à la fin, ne peuvent pas refuser de répondre de leurs responsabilités devant le peuple. Est-ce que c'est et de dire que nous ne devons pas faire de bilan. Campagne pour le boycott? Naturellement que quand vous sachez qu'il y a une élection pour laquelle les résultats étaient programmés d'avance, tout était biaisé, et naturellement que vous n'allez pas y prendre part. Ça n'a pas de sens. Mais on aurait aimé quand même que le CAR soutienne l'opposition. Mais ça n'a pas de sens. Les résultats sont connus d'avance. Pour au moins provoquer l'alternance. Mais les résultats sont connus d'avance. Il n'y aura pas d'alternance. Rien ne dit que les résultats étaient connus. Les résultats étaient... Nous l'avons dit. Et vous en avez eu les preuves. Nous l'avons dit et vous en avez eu les preuves. Non seulement nous l'avons dit, mais ceux qui ont été aux élections aussi l'ont dit. Quand il dit pas de réforme, pas d'élection, c'est qu'ils savent que les résultats étaient connus d'avance. C'est eux qui l'ont crié plus que nous. Lorsqu'on a été au conclave, ils ont dit que si les choses sont comme ça, que Faure gagne. Comment ils savent que si les choses sont comme ça, Faure va gagner? Et pourtant, ils y sont allés. Ils sont allés pour faire quoi? Dans quel jeu ils sont? Dans quel jeu ils sont? Et moi, je continue de le demander. Que, vous savez, Jésus a eu des disciples. Il y a eu des gens qui l'ont écouté. Il y a eu des gens qui lui sont restés fidèles. Il y a eu des gens qui l'ont trahi. N'est-ce pas? Où il y a eu un qui l'a trahi. Le peuple a un certain nombre de leaders auxquels le peuple se donne. Mais dans cette élection qui sont passées, dans cette élection qui est passée, il y a eu un courant qui a trahi le peuple. Et il y a eu un courant qui est resté fidèle au peuple. Puisque tout le peuple disait, s'il n'y a pas de réforme, il n'y a pas d'élection. Et le peuple a répondu à plus de 50% à ce mot d'ordre. En réalité, ce que nous avons fait, c'est de rester fidèles aux consignes du peuple. C'est ce que nous avons fait. Maintenant, entre ceux qui sont restés fidèles aux consignes du peuple, ceux qui connaissent l'analyse, ceux qui ont écouté la voix du peuple, et ceux qui ont refusé de l'écouter, qui a fait le Judas? Mais répondez à cette question. Dans cette élection qui est passée, moi je suis d'accord que vous mettiez ce sujet-là dans la balance. Vous les journalistes, lancez le débat. Parce qu'après ces élections, les gens n'ont pas envie de faire de bilan. Les gens n'ont pas envie qu'on situe les responsabilités. Moi, je suis d'accord que vous, les journalistes, vous ouvrez le débat. Que entre ceux qui ont dit, sans réforme, ces élections n'ont aucun sens. Que les résultats sont proclamés d'avance. Et qu'il ne faut pas y aller. Et ceux qui, malgré ces situations, tout en disant pas de réforme, pas d'élection, sont allés à ces élections quand même. Qui a joué le Judas? Que le débat soit fait. Et que les populations rentrent, que l'opinion se prononce là-dessus. Ça veut dire ce que vous dites, vous êtes aussi de ceux-là qui pensent aujourd'hui que le problème, la personne qui est le problème de l'opposition, c'est Jean-Pierre Fabre. Mais ces élections ont été vendues d'avance. Et je ne sais pas pourquoi ils ont joué le jeu. La preuve, c'est que quand le président Mahama est venu, c'est les deux qu'on a rencontrés. Qu'est-ce que ces deux ont à faire en dehors de l'autre? En dehors des autres? Qu'est-ce qu'ils ont à faire en dehors des autres? Qu'est-ce qui s'est joué? Qu'est-ce qui s'est joué? Il faut le savoir.
c'est facile d'aller aux élections, de rentrer dans un jeu, et après de dire qu'on va déverser la population dans la rue, alors qu'on le sait. Même si en 2010, on pouvait dire qu'on ne savait pas. En 2015, on le sait puisque tout le monde l'a dit. Tout le monde l'a dit. Et chose encore majeure, la francophonie est venue. Après que Alberto Olympio ait soulevé la question du fichier, la francophonie est venue. Et la francophonie a dit non, sur le fichier, il faut faire quelque chose. Mais est-ce que vous savez que cette histoire de la francophonie, c'est un ballon que la francophonie a lancé à l'opposition? C'est une perche que la francophonie a tendue à l'opposition, qu'on leur a lancé, qu'ils pouvaient saisir. Mais ils n'ont pas saisi. Parce que la francophonie, en disant que le fichier n'était pas correct, et que c'est les candidats aux élections qui doivent décider par consensus de savoir, est-ce que vous acceptez qu'on aille aux élections avec ce fichier comme ça, ou est-ce que vous considérez qu'on ne peut pas aller aux élections avec ce fichier? C'est une perche que intelligemment, diplomatiquement, la francophonie a tendue à l'opposition, et que l'opposition ne pouvait que la prendre. Mais pourquoi ils ont refusé? Ils ont même botté en main ce que la francophonie leur a offert, en disant qu'ils sont d'accord que consensuellement le fichier est correct. Quel fichier est correct? Monsieur Niaoui. Monsieur Niaoui, il y a un élément, une analyse que j'ai faite sur le fichier. Permettez une minute que je vous le dise, ce n'est pas long. Vous avez suivi les dernières élections législatives au Bénin. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Bénin a 9 400 000 personnes. Et lorsqu'on a fait le recensement pour les électeurs, on a dit qu'ils ont 4 500 000 électeurs. Donc, de la population béninoise, 43,5% à peu près est la population en âge de voter. Ceux qui ont entre 18 ans et jusqu'à finir. Maintenant, on revient au Togo. Le Togo a 6 500 000 habitants. Et le Togo dit qu'il a 3 500 000 électeurs. Alors que nous avons les mêmes taux de mortalité, les mêmes taux de natalité, les mêmes taux d'évolution de la population. Alors, comment se fait-il que sur le nombre total de Togolais, chez nous au Togo, c'est 57% qui ont l'âge de voter et que chez les Béninois, c'est 43,5% qui ont l'âge de voter. Comment est-ce que vous pouvez comprendre ça? Le général Sangaré a reconnu que dans notre fichier, il y a aussi... Le fichier n'était pas à jour, hein, il faut remettre le fichier à jour. Il y a encore beaucoup de personnes décédées qui ont encore leur nom dans le fichier et puis d'autres anomalies. Tout à fait. Le fichier est totalement corrompu. Et nos amis, frères de l'opposition, sont allés s'asseoir là-bas tout bonnement et on dit que non, consensuellement, nous reconnaissons maintenant que le fichier est bon. Combien ont été enlevés du fichier maintenant qui savent que le fichier est bon? Au moment où Alberto Olympio a dénoncé le fichier, c'était autour de 3 600 000. Mais au moment où les choses se sont passées, ils étaient encore à 3 500 quelque chose mille. Et ils disent que le fichier est bon. Comment est-ce que... Pourquoi ils ont été complices de cette situation-là? Il doit avoir... Quand toi-même, tu mets quelque chose en jeu, et puis toi-même, tu joues contre ton propre camp, il doit y avoir quelque chose qui est caché là-bas, que nous voulons comprendre. Ce fichier est corrompu. Ce fichier a au moins 500 000 électeurs fictifs qui sont dans ce fichier, en tenant compte des taux d'évolution des populations. Si vous prenez l'exemple du Ghana, l'exemple de Burkina Faso, l'exemple du Bénin, le taux dans lequel on devait être dans la sous-région, ce fichier a près de 500 000 électeurs. Mais dommage. Mais au-delà de ça, ils sont revenus eux-mêmes pour nous dire qu'il y a bourrage d'urnes. Lorsqu'on bourrait les urnes, ils n'ont pas vu. Puisque c'est eux-mêmes, Mme Adjamagbo et autres, qui sont allés dire sur les médias qu'il y a bourrage d'urnes. Lorsqu'on bourrait les urnes, ils n'ont pas vu. Il y a eu des bureaux de vote où des gens ont clôturé le vote à 16 h, comme prévu de manière légale. Des gens sont allés faire pression pour qu'on continue à ouvrir les bureaux jusqu'à 17h55. Et les gens de l'ANC, les délégués de l'ANC ont été complices. Quand les gens de l'UNIR sont venus demander que le bureau reste encore ouvert. Au lieu de protester, ils n'ont pas protesté. C'est plutôt les gens du CAR qui sont dans les bureaux de vote qui ont protesté. Et dans un cas, dans un bureau de vote, un centre de vote d'Ahépé, ça a valu coûter la vie à Dr Koumi, qui est l'un des membres de nos comités directeurs. Il a été giflé par le garde du corps de l'un des cadres du APT, qui lui a même tenu un pistolet sur la tempe. Non seulement il a giflé, il lui a tenu un pistolet sur la tempe. C'est les gens qui sont là-bas, qui sont venus l'encercler par derrière, comme ça, le prendre
pour que le plus grave n'arrive pas. Cette affaire-là est pendant aujourd'hui devant les instances. Ce que vous évoquez, nous n'avons aucun moyen de le vérifier aujourd'hui. Mais dites... non, nous vous donnerons les copies. D'accord. De ce que, puisque c'est une affaire pour laquelle nous avons fait une déposition à la gendarmerie, et c'est une affaire pour laquelle nous avons pris des dispositions. Nous avons écrit au ministre de l'administration territoriale. Donc, en tout cas, pour les bourrages d'urnes, etc., tout ça, c'est ceux-mêmes qui disent qu'on les a volés. C'est eux qui les ont dit. Pour l'ouverture des bureaux de vote au-delà du temps, nous l'avons constaté par nous-mêmes. Nous savons, dans la préfecture de Vaud, où j'ai mis mes gens, où je suis allé pour vérifier tout, nous savons dans la préfecture de Vaud qu'on a mis des véhicules à Badoubé, à Togoville, à Afouime, on a mis des émidiants pour aller transporter les gens des maisons, leur donner 2000 pour leur demander d'aller voter, parce que jusqu'à midi et demi, il n'y avait presque personne, il n'y avait même pas 10% qui s'étaient déplacés. Des événements comme ça, les nôtres de l'opposition, ils ont fermé les yeux dessus. Tout simplement parce que c'est le quart qu'on veut unir et non à unir qu'on veut prendre le pouvoir. Alors ce que vous évoquez là, beaucoup aussi n'ont pas compris le pourquoi vous dites qu'il faut boycotter les élections et au même moment vous demeurez à la CENI. Pourquoi? Parce que c'est notre droit. Ah oui. Il faut rester conséquent en soi-même. Oui. Quand vous ne voulez pas participer à quelque chose, vous quittez toutes les institutions qui sont chargées d'organiser cela. Je suis désolé. Je suis désolé. La conséquence, c'est que nous sommes désignés à la CENI de droit. Notre droit de résigner dans toute institution n'a aucune relation avec le fait d'avoir un candidat ou de ne pas avoir un candidat. La preuve, c'est que l'UFC a un candidat, mais l'UFC n'a pas donné officiellement de consigne de vote, et l'UFC n'a pas présenté de candidat, mais l'UFC a quelqu'un dans la CENI. Et l'UFC a des gens dans un certain nombre de bureaux de vote. Le PDR, qui depuis longtemps n'a plus jamais présenté de candidat, le PDR a quelqu'un dans la CENI, et le PDR a eu des gens dans les bureaux de vote. Mais pourquoi vous n'avez jamais dit que c'est ceux-là qui doivent partir et que c'est au quart qu'on s'en prend? C'est vous qui avez appelé à boycotter. On s'en prend au quart. C'est vous qui avez dit que ces élections n'ont pas de sens si les réformes n'ont pas été faites et vous avez appelé à boycotter. C'est ce que je dis. Vous restez dans cette institution. C'est ce que je dis. Je vous donne la révélation, les éléments maintenant qu'on s'en prend au quart parce que le quart va voir la vérité qui est là-bas. Comme le taux d'abstention va jouer, on ne veut pas que le quart soit témoin de ce qui va se passer. Sinon, 3 partis sont là. Les 3 n'ont pas donné de candidature. Pour une fois, l'UFC a dit qu'elle n'est pas prête pour participer à tout ce truc-là. Alors pourquoi vous ne les toisez pas et que c'est au quart qu'on s'en prend? Mais il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. On n'a pas envie de nous avoir là-bas. Alors que c'est notre droit de rester dans la CENI. Nous avions besoin de rester dans la CENI. C'est parce que nous sommes restés dans la CENI et dans les bureaux de vote que nous savons qu'en réalité, que le taux de participation ne dépasse même pas 50%. Et que la révélation que le président Tabiou a faite lors de la nuit électorale, organisée par Franck Missité sur TV7 la nuit des élections, en disant que, suivant les estimations qu'ils ont aujourd'hui, le taux de participation se situe entre 47 et 53%, que le taux de participation se situe plutôt là-bas. Comment voulez-vous que nous sachions ces résultats-là pour mettre pression sur l'avenir? Comment voulez-vous que nous sachions ces résultats-là pour justifier nos actions dans l'avenir si on n'était pas dans la CENI où on a droit et si on n'était pas dans les bureaux de vote? Voilà un peu la question qui se pose. Nous sommes des témoins là-bas. Et ce droit de témoignage, nous l'avons acquis à travers les élections législatives. Alors Jean, ici nous sommes là à analyser un peu les causes de la défaite de l'opposition. Ça fait quand même 25 ans que cette lutte démocratique a commencé en 90, le 5 octobre, si on s'en tient aux dates officielles. Et jusqu'aujourd'hui, ça ne marche toujours pas. Alors que d'autres pays qui ont commencé presque au même moment que vous ont vu 2, 3, 4 fois déjà ont connu l'alternance. Qu'est-ce qui ne va pas au Togo? Vous avez raison. On dirait même presque tous les autres pays ont réussi une fois. Au moins, du moins dans la sous-région. Dans le climat dans lequel nous étions en Afrique australe, il ne faut même plus en parler. Ils sont en train de changer depuis. Tous les Arabes, les Moï Kibaki, tout ça, ils sont partis, ils sont en train de changer depuis. Alors quand tu prends la sous-région ici, le Sénégal a eu la chance de connaître l'alternance, la Côte d'Ivoire l'a connue, le Niger a connu l'alternance, le Mali a connu l'alternance. Presque tous ont connu l'alternance. Même la Mauritanie a connu l'alternance avant de reprendre un gouvernement militaro-civil. Donc tous l'ont connu. Alors la question se pose de savoir pourquoi nous, pourquoi pas nous? Qu'est-ce que nous on a fait? Mais tous ces pays-là qui ont connu l'alternance ont connu un processus. Analysez leur processus par rapport au nôtre.
dans le processus de ces pays-là, la conférence nationale qu'ils ont faite, cette conférence nationale a été un dialogue véritable. Quand vous allez au Bénin, vous avez vu l'exemple de la conférence nationale qu'ils ont eue. Vous allez au Niger, où quand Séni Kounti est mort, il y avait un autre militaire là qui était venu, qui avait accepté le dialogue, qui avait accepté que les choses se passent normalement. Et même après la conférence nationale, il n'a même pas accepté d'être candidat. Il a juste fait la transition, il est parti. Quand nous avons commencé notre démocratie, avec le phare en tête et à la tête du phare Agbo-Ibor, c'était ce que nous avions commencé. Alors, nous associons les pressions de la rue à convaincre le régime, à savoir ce qu'il faut faire pour que la démocratie vienne dans ce pays, pour qu'il y ait l'alternance. En même temps, nous mettions dans la balance toutes les garanties qu'il faut donner au pouvoir, que quand ils vont quitter le pouvoir, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Ça, c'est un. Mais le Togo va tourner de telle sorte que si nous avons l'alternance, nous venons aujourd'hui, d'autres aussi viendront demain, et vous-même qui êtes là aujourd'hui, demain vous aussi vous viendrez. Toutes ces garanties-là ont été données. Si nous avons pu sortir de la conférence nationale souveraine, les jeunes d'aujourd'hui ne le savent pas. Ceux qui ont jusqu'à 30 ans aujourd'hui, 33 ans, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Si nous avions pu clôturer la conférence nationale, les militaires étaient dans les rues, les chars étaient sortis, mais nous avions pu négocier. Podro, Agbo-Ibor, Ninevi, ces gens ont pu négocier jusqu'à ce que nous puissions, Kofigo, jusqu'à ce que nous puissions clôturer la conférence nationale et mettre en place un gouvernement de transition, où Eyadema a accepté de confier tous les pouvoirs à Kofigo. Parce qu'il faut reconnaître, quand on est sorti de la conférence nationale, Eyadema a confié tous les pouvoirs à Kofigo. On était dans un régime parlementaire, avec l'acte 7 de la Constitution. Si nous étions arrivés là-bas, c'est qu'il a fallu une méthode pour y arriver. Une méthode avec laquelle on a convaincu Eyadema, et Eyadema était même convaincu et accepté que ceux qui vont diriger la transition n'iront pas aux élections qui devront venir. Voilà un peu le schéma dans lequel on était. L'alternance était garantie. C'était même presque obtenu. Mais avec l'arrivée de Gilles-Christ Olympio dans la bataille, et surtout avec ceux qui l'ont entouré, parce que lui, il était resté à l'extérieur. Au moment où il était à l'extérieur, il appréciait tout ce que nous faisions. Quand il est revenu, la première fois que Gilles-Christ Olympio est revenu au Togo, il est allé saluer Agbo-Ibor, saluer Kofigo et les remercier pour le travail qu'ils ont fait. Il a reçu tous ceux qui ont fait le travail. D'abord, ces gens d'église qui sont allés le chercher pour le ramener ici, et puis tous les autres, les Gali, les Nicolas Lawson, c'était eux qui étaient les responsables du phare. Il y en avait 7 en ce moment. Il est allé saluer certains à la maison, comme Agbo-Ibor, comme Kofigo. Les autres, il les a appelés, ils lui ont rendu visite. Mais dès qu'il est venu, il s'est installé, il s'est entouré d'autres lieutenants. Et ces lieutenants-là l'ont entraîné sur un autre terrain. Parce que lui, il n'était pas ici. Alors ces lieutenants l'ont envoyé sur le terrain de la vengeance. C'est-à-dire que sur la mentalité de prendre le pouvoir plutôt par la rue, et non par le dialogue, et non par un compromis politique. Mais voilà, arrivé à un certain moment, le président Eyadema aussi, il s'est réveillé, et il s'est entouré de son clan, de son ethnie, de son armada, de son armée, et a recommencé à reprendre en main ce qu'il avait laissé volontairement, en utilisant ce que la Ligue togolaise a appelé en son temps la stratégie de la terreur. Ce document doit exister encore aujourd'hui. Cherchez ce document, ou moi je peux vous le donner. Peut-être même qu'il serait bon que je cherche ce document-là et que je le fasse publier en série par un journal. Il y a des journaux comme ça, ils prennent un livre et puis ils publient le livre en série. Il y avait une documentation sérieuse, on a intitulé Togo, la stratégie de la terreur. Voilà, c'est par cette stratégie que Eyadema s'étant senti menacé dans sa vie et non dans le changement du système, a repris du chemin, a repris les armes, a instauré un état de terreur, une stratégie de terreur pour reprendre en main tous les pouvoirs. C'est ça qui a amené au hold-up électoral de 93 avant que les Américains et les Européens n'interviennent pour qu'on fasse les élections législatives de 94. Voilà un peu les éléments qui se sont passés. Il faut reconnaître que avant le processus démocratique, il y avait eu une tribalisation du pouvoir. Le pouvoir Eyadema était un pouvoir essentiellement tribal. Vous voyez la structure de l'armée. Vous voyez ceux qui prennent les dernières décisions autour de lui. C'était vraiment une structure tribale de son ethnie. Mais ça aussi, lorsque d'abord Agbo-Ibor est rentré
dans la bataille avec la CNDH à 87, il a progressivement vaincu ces résistances ethniques et tribales là. Vous devez vous souvenir que en quittant la CNDH, ou même quand il était à la CNDH, il avait créé le comité d'action contre le tribalisme et le racisme. Avec ce comité d'action contre le tribalisme et le racisme, il était arrivé à vaincre ces résistances. Parce que ces résistances ethniques et tribales, il fallait arriver à le vaincre avant de pouvoir obtenir la conférence nationale. Si vous n'êtes pas arrivé à le vaincre, vous ne pouvez pas obtenir la conférence nationale. Donc il est arrivé à vaincre ces résistances tribales-là avant d'arriver à la conférence nationale. Mais dès que, à partir de la fin de la conférence nationale, ce courant des lieutenants de Gilles Christ est rentré en jeu, et Adema s'est alors adossé à ceux qu'il avait, aux siens, à son ethnie, à son armée, aux officiers de son ethnie qui étaient à son armée pour reprendre la stratégie de la terreur. C'est là où tout a chamboulé. Et qu'on est arrivé de fil en aiguille dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et c'est pour ça que, après que ce courant ait été exercé, parce que ce courant que nous avions connu dans l'UFC, qui a été tenu ensemble par le courant ANC et le courant AGO. Le courant AGO, c'est le courant qui est resté à l'UFC, les amis de Gilles Christ Olympio. Donc, ce courant qui a été tenu par l'ANC et AGO, ce courant aujourd'hui, depuis, je crois, 2010 ou 2012, ce courant est maintenu par l'ANC. Parce que les AGO ont abandonné ce courant-là. Ce courant est maintenu. Et c'est ce courant qui a échoué lors des élections de 2015. C'est pour ça que, dans le document solennel que nous avons publié après les élections de 2015, nous avons dit il faut changer de méthode. Si on ne change pas de méthode, on ne réussira pas. Pour vous par ce que vous appelez le dialogue. Le changement de méthode passe par les réformes. Et pour obtenir les réformes, il faut le dialogue. Donc, le nouveau chemin, la nouvelle voie passe par le dialogue. Ça passe plutôt par un chemin chrétien. Ça passe par un chemin croyant. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il faut utiliser un chemin de vérité. Il faut arriver à dire la vérité à l'adversaire sans vouloir l'exterminer. Il faut chercher à le convaincre. C'est Maître Agboibo qui, lors d'une conférence la dernière fois, nous disait, quel que soit le côté diabolique d'un pouvoir, quel que soit le côté diabolique d'un régime que nous contestons, ceux qui le pilotent, en chacun des hommes que Dieu a créés, il y a une étincelle divine. Mais avant de le convaincre à aller dans le bon sens, il faut arriver à toucher son étincelle divine. Le jour où vous touchez son étincelle divine, cette personne change totalement. Il change totalement, il fait des choses que vous ne croyez pas, qui vont dans le sens du bien, qui vont dans le sens du peuple. Et ça, là, c'est en Afrique du Sud qu'on l'a expérimenté. Il fut arrivé un moment où Nelson Mandela a décelé l'étincelle divine de Frédéric de Klerk. Et les choses ont évolué, comme sur un tapis. Mais quand vous analysez l'Afrique du Sud, avant que Nelson Mandela ne sorte de prison, et que vous voyez tout ce qui s'est réalisé après, d'abord dans le premier mandat de la fin du règne de Frédéric de Klerk, les 3 ans de transition qu'ils ont eu à gérer ensemble avec un gouvernement ANC et Frédéric de Klerk, et puis après dans le premier gouvernement de Mandela, parce que ça aussi a été un gouvernement de transition, où les autres aussi ont participé. Quand vous prenez ça, vous voyez que la doctrine dont Maître Agboibo parle a été exercée en Afrique du Sud. Mais ce qui est le plus important, et peut-être pour moi-même, c'est l'une des idées ou disons des orientations les plus importantes de l'intervention que je fais chez vous aujourd'hui. C'est que, à part le côté dont j'ai parlé tout à l'heure de Frédéric de Klerk, donc qui s'adresse au pouvoir en place en fait, au président fort, il y a l'autre aspect qui s'adresse à nos amis de l'opposition. Mais quand Nelson Mandela est sorti de prison, les gens de l'ANC et avec leur ancienne branche militaire, le Umkhonto Sizwe, ils ont considéré que maintenant que Nelson Mandela est sorti de prison, ils doivent faire de la vengeance. Ils doivent exterminer les Blancs. Ils ont commencé à se réarmer. Ils ont même commencé, les miliciens de Umkhonto Sizwe ont commencé même pas à arborer des tenues militaires. C'était une période même où Winnie Mandela même allait jusqu'à arborer des tenues militaires. Parce qu'il disait il fallait exterminer les Blancs. Il fallait prendre leur revanche. Il fallait prendre leur vengeance. Nelson Mandela a dit non, je veux discuter.
je veux discuter avec Frédéric de Clercq. Il faut un dialogue avec Frédéric de Clercq. Il faut un dialogue avec le parti africaner. Mais personne ne l'attendait de ses oreilles. Mais ce qui s'est passé avec Nelson Mandela, il faut être un leader pour le faire. Mais tous ses amis, tous tels qu'ils sont, Thabo Mbeki, Walter Sisulu, Oliver Tambo, Cyril Ramaphosa, même Tokyo c'est quoi aller. Tous ces gens-là ont dit non, il n'est pas question que Nelson Mandela discute avec Frédéric de Clercq, que le peuple ne va pas accepter. Le peuple ne comprendrait pas que ces gens sont nos bourreaux. Ils nous ont tués pendant 29 ans. Ils ont versé du sang ici. Et que vous allez vous asseoir dans une chambre pour discuter avec eux, le peuple ne comprendrait pas. Un jour, Nelson Mandela les rassemble. Et qu'est-ce que Nelson Mandela dit? Nous sommes leurs leaders. Ils doivent faire ce que nous leur demandons de faire. Ce n'est pas à nous de marcher sous leurs pas, mais c'est à eux de marcher derrière nous. Nous sommes leurs leaders. Nelson Mandela a discuté. Il a obtenu un certain nombre de choses pour l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud fait plaisir. Là où nous sommes, il y a des miracles qui se font en Afrique du Sud que Nelson Mandela n'est même plus là pour voir. C'est nous qui sommes là pour le voir. Parce que le parti africaner s'est transformé aujourd'hui en alliance nationale, qui est devenu le premier parti de l'opposition, donc le parti blanc. Et ce parti blanc, qui a pratiqué l'apartheid, qui a instauré l'apartheid, qui a terrorisé l'apartheid, qui a pratiqué la doctrine de l'apartheid, a mis un noir à sa tête. C'est un jeune noir de 36 ans qui est aujourd'hui le chef de tous ces blancs-là que vous avez, dont Hélène, dont tout ça, c'est lui qui est leur chef. Mais est-ce que ça ne fait pas plaisir? C'est cette méthode que nous avons besoin d'utiliser. Et pour cette méthode-là, nous devons abandonner la méthode que les lieutenants de Gilles Christ ont pratiquée et que Gilles Christ même a abandonné, mais qu'eux, ils ont maintenu. On doit abandonner cette méthode pour que le Togo puisse avancer. Au-delà de tout cela, est-ce qu'il ne faut pas aussi reconnaître que la victoire de UNIR est aussi due à un remarquable travail de terrain? Mais il faut reconnaître que UNIR était un peu sur le terrain pendant que nous vous chamaillez? Non, ce n'est pas qu'on se chamaillait. On luttait derrière les réformes. Il faut le reconnaître. Et ça, c'était à dessein. Mais, en réalité, ce n'est pas à cela que c'est dû. Quel est le problème qui s'est passé? Vous savez, jusqu'à 5 semaines des élections, les gens ont dit au peuple, pas de réforme, pas d'élection. Il faut reconnaître que quand vous allez chez les Blancs vous disent, si 6 mois avant des élections capitales, vous n'êtes pas encore préparé, vous n'avez pas encore votre candidat, vous n'avez pas encore le financement de la campagne, vous n'avez pas encore commandé les gadgets et les supports de campagne, il faut savoir que vous allez dans une élection que vous perdez. Donc, au moins 6 mois avant les élections, les militants doivent savoir qu'ils sont dans la mentalité d'aller à ces élections-là. Mais, jusqu'à 5 semaines de la tenue des élections, ces gens-là ont continué à dire au peuple, pas de réforme, pas d'élection. Donc, le peuple ne s'est pas préparé psychologiquement pour aller aux élections. Le peuple n'était pas en truc de guerre. En tout cas, les forces vives démocratiques n'étaient pas sur le pied de guerre. Pied de guerre électoral, je veux dire. Ce n'est pas pied de guerre à aller tirer. N'était pas sur le pied de guerre. Alors, pour que le peuple puisse encore se mobiliser pour aller à ces élections, il faut qu'un événement vienne créer une nouvelle dynamique. Il faut qu'un événement vienne créer une nouvelle énergie dans le peuple. Cet événement-là ne pouvait être que les réformes. Si on avait obtenu les réformes et qu'on avait obtenu les 2 tours, vous aurez vu qu'il y a quelque chose qui se serait élevé dans ce pays, comme une levée qui se serait élevée dans ce pays. Mais avec une levée comme ça, avec un tel enthousiasme, avec un tel dynamisme, il était possible encore, dans un laps de temps, de renverser la vapeur et de gagner ces élections. Surtout s'il y avait 2 tours. Parce qu'il suffisait que tous les électeurs se mobilisent. Fort, avec tous les efforts, avec tout ce qu'eux-mêmes disent, ne pouvant mobiliser au-delà de 1 200 000. Donc c'était dans la balance. Mais ils ont dit aux électeurs, pas de réforme, pas d'élection, jusqu'à 5 semaines des élections. Et puis à 5 semaines des élections, ils disent, mais il n'y a pas les réformes, mais nous allons aller quand même. Comment est-ce que les électeurs peuvent se mobiliser? Comment ce miracle peut se réaliser? Voilà comment eux-mêmes ils ont plombé. Mais s'ils ont plombé inconsciemment, on comprendrait. Le fait que nous, on leur a dit que voilà comment les choses vont se passer. Les événements sont comme ça. Tout le monde l'a crié. 85% des Togolais s'est prononcé pour les réformes. Et pourtant, ils sont allés dans ces conditions. Tout ça cache quelque chose. Ce n'est pas normal pour la teneur, le niveau,
l'expérience des hommes politiques de cette ampleur-là, il y a quelque chose qui se cache derrière le fait que nos amis aient décidé d'accompagner fort à ces élections. Je vois que vous tenez beaucoup à cela, mais vous n'avez pas répondu à la question que j'ai posée. Laquelle? Unir sur le terrain, est-ce qu'il ne faut pas reconnaître que ce parti a fait un énorme travail? Parce qu'on a vu le parti percer dans certains coins où on ne lui donnait pas gagnant. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est la réponse. La réponse, c'est que tout ce que Vous avez mis ça dans le compte de l'opposition qui a balisé la voie. Mais unir même, il faut reconnaître que le parti était quand même au contact des populations. C'était mis en ordre de guerre depuis plusieurs mois pour ces élections. À travers la mentalité des gens. Ce que je dis, c'est que nous avions toutes les chances, il y avait les réformes pour renverser cette vapeur. Vous comprenez? Vous dites que unir a travaillé sur le terrain. Mais je dis, si on avait eu les réformes, mais on aurait renversé la vapeur. Oui, mais je vous parle du cas qu'on a, oui, ça veut dire que a gagné. Non, coup, à quoi est-ce qu'on doit aussi cette victoire-là de Unir? Non, ce que je dis, c'est que Unir est arrivé à mobiliser 1 200 000 électeurs sur 3 500 000. Il y a plein d'électeurs qu'on peut mobiliser encore. Mais la mobilisation de ces électeurs, et ça c'est les chiffres officiels, hein, c'est-à-dire que je dis, ce que je dis là, c'est en fermant les yeux sur ce que Mme Adjomago appelle bourrage des urnes, c'est en fermant les yeux sur le fait qu'on est allé chercher les électeurs à la maison, c'est en fermant les yeux sur le fait que dans la CENI de AV, il y avait plus de voix attribuées que de votants. Que dans la CENI Zio, il y a eu la même chose. Que dans la CENI Bina, il y a eu la même chose. Que dans la CENI Kéran, il y a eu des problèmes. Au-delà de tout ça, si nous considérons les résultats officiels qu'on a donnés de 1 200 000, il y avait encore des électeurs à mobiliser. Et que les réformes permettaient encore de mobiliser des électeurs nécessairement qui sont plus que les électeurs de Fort. Voilà un peu ce que je dis. La vapeur aurait pu être renversée si nous avions les 2 tours de scrutin. Voilà un peu. Je voulais rappeler à cet effet qu'il y a des choses, hein, les gens ont de la pesanteur. Parce qu'il faut dire que tout le monde n'a pas le même don. Et ça, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. C'est lorsque nous étions sortis des élections de 2005 qui ont amené le premier là. Avec tous les mouvements. Moi, j'étais à Paris en ce moment, en Allemagne. Mais avec tous les mouvements que nous avons fait en Europe, avec tous les mouvements que nous avons fait au Togo, on a un ami qui est aujourd'hui notaire, qui a fait les mouvements étudiantins avec nous, qui s'appelle Nono Tchakadji. Il a écrit un article en disant que l'opposition doit s'organiser autrement pour obtenir ce qu'elle veut. Et que l'opposition doit aller au dialogue. Mais en allant au dialogue, ce n'est pas n'importe qui qu'on doit mettre devant. Il dit que ce n'est pas le meilleur harangueur de foule qui est le meilleur à la table de négociation. On peut avoir un autre harangueur de foule, mais celui-là, à la table de négociation, ne peut commettre que des bavures. À la table de négociation, vous choisissez celui qui est en mesure le mieux de négocier et d'obtenir les choses. Et ça aussi, oui, je suis jeune, mais j'ai eu la chance d'être au début de la lutte et de voir les choses depuis le début. Ça aussi, nous l'avons pratiqué en 90-91. Parce que lorsque nous avons commencé en 90-91, c'était Agboibo qui dirigeait le phare. C'était lui qui était face au pouvoir quand on allait aux négociations, face à Eyadema et à Barké de l'autre côté. Mais il fut arrivé un moment, Agboibo avait dissous le phare. Et quand ils ont dissous le phare, ils ont créé le Code 2. Quand ils ont créé le Code 2, c'était Ninevi qui était à la tête du Code 2. Mais lorsque nous faisions les manifestations et qu'il fallait aller aux négociations, lorsqu'ils vont à la rencontre du pouvoir, la première personne qu'ils laissent parler, c'est Agboibo qui laisse parler. Parce qu'ils reconnaissent en celui-là un talent, peut-être une façon, je ne sais pas, spirituelle, psychologique, d'influencer celui qui est en face et d'obtenir de lui un certain nombre de choses. Mais depuis un certain temps, depuis que certains pensent que c'est eux qui doivent être tout, chef de file de l'opposition, candidat unique, Mali, Mala, nous n'avons pu expérimenter les éléments qui nous permettent d'obtenir des résultats. Et c'est pour ça qu'il faut changer de méthode, Niaoui. Il faut définitivement changer de méthode. Sinon, on n'avancerait pas. Jacques, ici, nous avons donc le président qui est là. Heureusement que vous ne niez pas sa victoire. Quels sont rapidement les grands chantiers qu'il doit attaquer dans les tout prochains mois? D'abord, je n'ai pas parlé de sa victoire. Une élection que je ne reconnais pas, je ne peux parler de victoire de personne. La preuve, nous avons dit... Oui, mais à votre conférence, la dernière fois, vous avez dit avoir pris acte. Nous avons dit que c'est une élection ratée. C'est dans le document que nous vous avons donné. Nous vous avons dit que le scrutin est un scrutin raté. Et, naturellement,
Après, quand j'ai rencontré les médias, cette question exacte m'a été posée. J'ai dit non, ce que nous considérons, c'est que Faure est en train de faire 2 mandats en un. Et qu'en fait, d'élection, il n'y en a pas eu parce que les résultats étaient connus d'avance. Les choses étaient dans une caisse enfermée quelque part. Tout le monde savait que c'est ce que ça allait donner. Donc au moins, laissons. Je dis, il fait 2 mandats en un. Donc on le veuille ou non, c'est lui qui est assis à la présidence de la République. Rapidement, quels sont les chantiers auxquels il doit s'attaquer? Non, en fait, c'est lui qui a son agenda. Il a fait un programme de campagne. Mais le pays a des problèmes. Le pays n'a que des problèmes. Ce pays est puant de problèmes. La façon, même le fonctionnement des institutions, ça ne marche pas. Voir le verre à moitié vide. Non, non, Niaoui. C'est parce que j'ai envie qu'un certain nombre de choses se passent. Sinon, je ne le dirai pas comme ça. Vous savez, il serait loisible à moi, l'un des responsables de l'opposition, de prier et de lutter pour que ces gens-là ne réussissent rien du tout. Si on dit ce qui ne va pas, c'est parce que moi, je considère que dans la gestion d'un pays, il faut que ceux qui sont là aujourd'hui fassent un peu pour que quand vous allez venir demain, ce soit plus facile pour vous. C'est comme ça que je le dis. C'est comme ça que ça se fait au Ghana. Quand Rawlings a voulu faire la démocratie, il a eu des difficultés, compte tenu du système dans lequel il est parti. Il a fait un peu, il a posé les bases, Kufuor est venu, Kufuor a fait un peu, Atta Mills est venu, Atta Mills a fait un peu, Mahama est venu, Mahama a fait un peu. Peut-être demain, quelqu'un d'autre va venir, il va faire un peu. C'est comme ça que nous avons envie que les choses évoluent. Mais si tout ce qui se fait aujourd'hui dans la médiocrité, on ne peut pas l'accepter. Samir, il n'y a pas un seul domaine. Moi, je vais aujourd'hui. La première des choses, c'est de faire les réformes. Parce que dans tous les secteurs, nous en avons besoin des réformes. Nous faisons les réformes politiques, mais le plus important, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les réformes relatives à la bonne gouvernance. Monsieur Niaoui, je viens de Vaughan. Je viens là de Vaughan. C'est de Vaughan, je suis rentré dans vos studios. Où les populations m'ont amené voir un certain nombre de choses. Vous voyez le marché de Vaughan. Tout ce grand marché qui a été reconstruit n'a presque pas de lumière à la mesure des choses. Il n'y a qu'un seul gardien dans le marché de Vaughan. La préfecture de Vaughan et le siège du préfet est laissé en ruine. Il faut de l'argent. Mais c'est une préfecture abritant les mines, le phosphate. Il y a une ristourne que la société du phosphate doit ristourner à la préfecture de Vaughan pour faire ces travaux-là. Tout ça, ça doit venir. Tout ça, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que nous avons besoin des élections locales. Ça veut dire que les réformes sur la décentralisation sont prioritaires et on doit faire les élections locales. Parce que quand on fait les élections locales, vous avez des élus locaux qui peuvent rentrer dans les conseils d'administration des sociétés-là. Vous avez les élus locaux qui peuvent réclamer ce à quoi la population a droit. Si nous réclamons et que nous donnons un peu au préfet pour aménager au moins les sièges de la préfecture, qui est la vitrine de la préfecture, au moins ça, allez-y voir ce qui se passe là-bas. Monsieur Niaoui, c'est incroyable. Vous avez un certain nombre de milieux où on a mis ce qu'on appelle les retentions chez eux, comme à Djekpo, mais eux-mêmes, ils n'ont pas le courant. Il y a d'autres milieux. Regardez ce qui se fait à Bassar. À Bassar, il y a une catastrophe qui se joue là-bas. Il y a une société M-Mining qui a obtenu le permis d'exploitation du fer de Bandjeli, qui n'arrive d'ailleurs pas à satisfaire les aspects du contrat, mais côté environnemental, monsieur Niaoui, ce qui se passe a besoin d'un lourd investissement. Parce que l'exploitation de fer, c'est une exploitation qui laisse des débris en métaux lourds. Et c'est une exploitation qui a besoin de beaucoup de feu. Ce que ça laisse dans la nature, si on n'étudie pas les conditions réelles pour pouvoir créer des conditions environnementales, pour pouvoir corriger ça, ça va être une catastrophe pour demain. Alors pour tout ça, on a besoin de réformes. On a besoin de faire les élections locales. Parce que un maire élu de Bassar, un président du conseil de préfecture élu de la préfecture de Bassar, un maire local élu de Bandjeli ne peut pas accepter que des choses comme ça se passent, même si c'est au sein de l'Union qu'il est élu. Voilà un peu un certain nombre de choses dont on a besoin. Voilà. Et il y a le corridor. Il y a le corridor. Monsieur Niaoui, vous savez qu'on a construit un 3e quai, qui est un quai plus large. Et dans la sous-région, c'est ce quai-là qui est adossé à la partie la plus profonde d'un port dans la sous-région. Qu'est-ce que ça veut dire?
ça veut dire que il y a des marchandises qui vont descendre là-bas en milliers et en milliers de tonnes, en milliers de conteneurs et qui vont partir vers le Niger, vers le Burkina. À quoi va servir un troisième quai si on n'a pas le chemin de fer qui continue à transporter les conteneurs, un chemin de fer à conteneurs pour aller là-bas? À quoi ça va servir si on n'a pas un corridor au moins à 2 voies aller, 2 voies retour qui peut permettre de circuler? Aujourd'hui, vous prenez notre voie là, quand 2 petits véhicules se dépassent, un Z-man n'est pas en mesure de se dépasser, sinon il va faire un accident. Alors comment est-ce qu'on peut garder ces choses-là comme ça? Il y a trop de boulot à faire, M. Niaoui. Il y a des boulots à faire. C'est pour ça que, pour nous, il est important, quand on va mettre en place un gouvernement, nous voulons avoir des personnes compétentes devant nous que nous critiquons. Et qui fassent un minimum pour que demain, quand nous aussi on vient, on ajoute. Parce que vous le voulez ou non, demain nous viendrons. Non, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous rencontrez des gens d'UNIR, un certain nombre de cadres d'UNIR, dans des discussions comme ça, vous les rencontrez même dans les couloirs de l'Assemblée, où on fait une manifestation nationale où vous devez aller ensemble. Vous rencontrez des cadres d'UNIR, ils vous disent, de toutes les façons, ils savent que l'alternance va arriver un jour. Seulement, ils ne veulent pas encore lâcher. Mais ils disent, ils savent que l'alternance va arriver un jour. Donc, on a besoin d'évoluer, de faire des choses pour que demain, nous aussi, on puisse en faire. Merci Jean Kissi pour ces mots sur l'actualité politique. On va évoquer quelques sujets en économie maintenant. On sait que depuis quelques semaines, les Togolais vivent une véritable catastrophe, il faut le dire comme ça, avec le prix du maïs qui est la denrée alimentaire la plus prisée ici chez nous, qui a flambé. Ça se vend à 600, 700, voire 800 francs. Le prix du ciment également qui a flambé. Quelle perception vous avez de cette situation-là? C'est ce que nous disons, nous appelons la catastrophe dans la gestion. Et surtout dans le bilan que le Premier ministre Aoumé laisse avant de partir. Dans cette affaire-là, il faut comprendre une fois pour de bon que l'ANSAT est une aberration. L'ANSAT est une aberration économique. Il faut le reconnaître. C'est tout comme le pouvoir. Arrivé à un moment, a reconnu que le fonds d'entretien routier était une aberration et qu'il fallait le dissoudre pour mettre en place la SAFER. Et c'est comme ça qu'il faut reconnaître aussi aujourd'hui que l'ANSAT est une aberration, qu'il faut le dissoudre et mettre autre chose à la place. Pourquoi je dis ça? L'ANSAT est un organe de régulation. Alors, un organe de régulation, comment ça fonctionne? Un organe de régulation prend une subvention du budget de l'État. Pourquoi ils ont le droit d'avoir de l'argent de l'État? C'est pour que, lorsque les prix vont descendre trop bas et que les populations ne peuvent pas, les paysans ne peuvent pas rentrer dans leurs fonds, si c'est acheté à ce prix-là, eux, ils mettent l'argent sur le marché pour acheter. Au moment où le maïs était tombé jusqu'à 300 francs, l'ANSAT devait payer le maïs suivant nos études à 425 francs. L'ANSAT ne devait pas interdire aux paysans de vendre le maïs. Parce que l'ANSAT avait pratiqué à un moment une politique où il interdisait aux paysans, on arrête quand on voit que tu vas vendre ton maïs. Ce n'est pas normal. Nous sommes dans une économie libérale qui peut être régulée. Dans une économie libérale qui va être régulée, ce qu'on fait, c'est que quand les acheteurs normaux essaient de pousser le prix très bas, 350, 300, l'ANSAT achète à 425. Si l'ANSAT achète à 425, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va vouloir vendre à l'ANSAT à 425. Ça veut dire que les autres acheteurs aussi vont être obligés d'acheter à 425. Ils régulent le prix à 425. Alors, on l'achète pendant ce moment-là. Et avec les subventions que nous avons données à l'Assemblée à l'ANSAT, l'ANSAT fait du stock. Et puis, ça reste là. Arrivé à un moment, il va y avoir la raréfication. Les prix montent à cause de la raréfication et non de manière artificielle comme ça se fait aujourd'hui. C'est la loi de l'offre et de la demande. C'est une spéculation. Voilà, c'est ce que j'appelle la spéculation. Maintenant, quand il va y avoir de la raréfication, ils vont surveiller le prix. Lorsque le prix va arriver à un certain niveau, 600, 650, 700, l'ANSAT va déverser ce qu'il avait acheté sur le marché en gardant une réserve de solidité. Je vais trouver le mot. Il y a un mot qu'on utilise pour ça.
et en gardant une réserve, il introduit sur le marché. Quand Lansat introduit sur le marché, il peut le vendre à 500, 550. Ça veut dire que les populations, les paysans seront obligés aussi de revenir à 550. Mais ils ne vont pas se plaindre. Parce qu'au moment où on leur a baissé le prix jusqu'à 400, à 300, Lansat les a aidés à remonter jusqu'à 425. Alors, quand eux, ils font de la spéculation, si Lansat tamise un peu jusqu'à 500, 550, ils ne peuvent pas refuser. Parce qu'on leur a fait. Si tu n'utilises pas les armes que tu as pour remonter un prix, le prix aux populations, lorsque les populations sont spoliées, tu ne peux pas venir à la fin dire que tu vas venir baisser le prix lorsque ça va monter. Si tu veux laisser le marché sauvage se faire, laisse le marché sauvage se faire. Ce que Lansat dit aujourd'hui, Lansat a fait une sortie, le ministre de l'Agriculture a fait une sortie mercredi dernier et jeudi dernier estimait que Lansat ne pouvait pas au moment actuel déverser son stock, sinon on risque d'avoir pénurie. Comment on risque d'avoir pénurie? Il faut attendre peut-être vers la mi-juin ou début juin, mi-juin, avant de déverser le stock de Lansat. Mais comment on risque d'avoir pénurie quand on sait que dans les derniers moments, Lansat a envoyé du maïs dans d'autres pays? C'était des contrats qu'il fallait honorer. Mais pourquoi? Pourquoi allons-nous vendre ce que nous avons à d'autres et au moment où nous-mêmes nous en avons besoin, on le paie plus cher que dans les autres pays et on va nous dire si on déverse, les réserves vont finir. Vous comprenez ça? Monsieur Niaoui, est-ce que vous comprenez que c'est nous qui avons produit? L'État togolais a fait une subvention. Vous considérez que le contribuable togolais cotise de l'argent pour que l'État fasse une subvention pour un maïs qui va être livré à l'extérieur pendant que les Togolais en ont besoin? Suivant quelle doctrine économique? Expliquez-moi. C'est pour ça que je dis que Lansat est une aberration. Lansat est vraiment une aberration. On vend le surplus de sa production. On ne vend que ce qu'on ne peut pas consommer, le surplus de la production. Ça veut dire que lorsque Lansat finance une production 2013 et que 2014, ils ont la réserve suffisante. 2015, la réserve restante de 2013, ils peuvent le vendre parce que déjà 2014 a laissé une réserve suffisante. Alors, quand la vente de 2015 à l'extérieur est assez poussée et que c'est arrivé à la limite de la réserve de suffisance de 2014, ça veut dire que 2016, ils ne peuvent plus vendre à l'extérieur. Ils sont obligés de refuser de vendre à l'extérieur. Ça veut dire qu'ils ont le stock normal qu'il faut. Mais voilà qu'ils vont dans tous les sens. Ce n'est pas normal ce qui se fait. Vous allez dans le prix du ciment. C'est la même chose. Nous avons interpellé le ministre du Commerce sur le prix du ciment à la veille du vote du budget. Et la ministre qui a traité les députés avec tout le respect qui se doit, je l'en félicite, la ministre Legezim Balouki, nous a expliqué un certain nombre de choses. Et non seulement elle aussi, mais les sociétés qui produisent du ciment, ils ont dit que la période de décembre, là, janvier jusqu'à février, c'est une période généralement où il y a raréfaction du ciment. Et ils ont eu le courage de dire que les gens n'ont qu'à prendre un peu leur courage à deux mains. Et que dans la période de mars, ça va descendre. Effectivement, dans la période de mars, ça descend. Et puis ça descend, mars, avril, ça revient au prix de 4 000 francs. Et puis, début mai, ça a recommencé. Alors, les gens font de la spéculation. Et l'État ne fait rien. Moi, je vous dis, la dernière fois, j'ai fait une intervention sur Radio Victoire, sur cette question-là, en ressortant tous les éléments dont nous avons discuté sur cette question à l'Assemblée nationale lorsque nous avons voté le budget. Mais c'est des membres du gouvernement et des députés UNIR qui m'ont appelé ou qui m'ont interpellé pour me dire que les gens font de la spéculation. Et il y a vraiment de la spéculation. Parce qu'eux-mêmes aussi, ils ont fait leurs petites enquêtes. Ils sont allés même jusqu'à voir un grand magasin, vraiment un magasin Maus, incroyable. Mais je ne dirai pas le nom du magasin où ça se trouve. Où il y avait du ciment. Il y en avait plein. Il y en avait à craquer. Mais ils sont là, ils font de la spéculation, ils vendent et ils te disent si tu achètes, c'est sans reçu. Si tu acceptes que c'est sans reçu, tu en prends. Alors je leur demande, comme eux-mêmes ils sont des membres de l'autre côté, je leur demande pourquoi ils ne vont pas sévir. Et ils disent voilà le problème de ce pays.
Tu vas aller arrêter les gens, c'est l'opposition même qui va crier que pour qu'on arrête les gens. Voilà un peu. Et ça aussi, il faut le gérer pour l'avenir. Sérieusement. Ce n'est pas parce qu'on est dans cette situation qu'on doit laisser le désordre aussi s'installer. Et c'est tout ça que nous demandons. C'est tout ça que je dis. Le pouvoir doit sortir de cette médiocrité. Je me demande quelquefois si le président de la République, en voyant ces choses se passer, en voyant comment il n'y a plus de... C'est-à-dire que l'État est totalement débridé, totalement au sol. Toutes les valeurs sont au sol. Rien ne marche. Il n'y a plus de discipline dans aucun domaine. Il n'y a plus de l'ordre dans aucun domaine. Il ne se demande pas qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on revienne à la normale. Bon, ça, c'est peut-être vous, votre façon de voir les choses. Lui, peut-être, il ne voit pas que les choses sont débridées. Non, mais il le dénonce. Il le dénonce. Dans les interventions d'un certain nombre de ministres, vous reconnaissez quand même qu'eux aussi disent un certain nombre de choses. Ils disent un certain nombre de choses que les gens ne doivent pas avoir tel comportement, les gens ne doivent pas avoir tel comportement. Donc, eux-mêmes aussi, ils dénoncent un certain nombre de choses. Mais le problème, c'est que vous-même aussi, en parlez juste pour accuser les populations, sans savoir, dans le fond, ce qu'il faut faire pour que les choses se règlent définitivement, c'est ça qui n'est pas bien. Parce que, ça aussi, quand tu es un gouvernant, et que tu as peur, lorsque des gens font de la spéculation à vue d'œil comme ça, lorsque les gens font du vol, lorsque les gens font du pillage, et que vous n'êtes pas en mesure de les arrêter, et vous dites que, tel que la situation est dans le pays, on ne peut pas l'arrêter, c'est que on souffre aussi d'un problème de légitimité ou de cadre consensuel. C'est que, sur les règles, on ne s'est pas entendu consensuellement. Parce que, si on s'est entendu consensuellement sur les règles, si quelqu'un fait quelque chose et l'État l'arrête, nous, on ne peut pas dénoncer si on s'est entendu sur les règles consensuelles, si les réformes sont faites. C'est comme ça aussi que demain, lorsqu'il va y avoir un maire, quelque part, qui sera un maire de l'opposition, lorsqu'on fait quelque chose et il prend une sanction, les gens de l'État aussi ne peuvent pas contre-attaquer. C'est comme ça. On va faire quelque chose aujourd'hui, on va dire, voilà, les étudiants se sont réunis, ils ont réagi quelque part, et on va dire, voilà, on ne peut rien faire. Parce que, sur le fond, il n'y a pas un cadre consensuel, un consensus sur la gestion de la nation. La crise togolaise n'est pas encore résolue. Il faut un consensus pour résoudre la crise togolaise. Quand on résout la crise togolaise, à chaque gouvernant qui est là, ça lui laisse la latitude, ça lui laisse la légitimité de régler les problèmes. C'est pour ça que ce que nous avons, nous devons avoir en face de nous. Le gouvernement que nous devons avoir en face de nous, nous voulons aussi que ce soit un gouvernement compétent avec qui nous pouvons nous asseoir face à face pour discuter effectivement des questions de réforme et régler les questions une fois pour de bon. Parce que lorsque tu vas dans un match et que tu crois que tu es un bon joueur, c'est lorsque tu as une équipe redoutable, mais une équipe vraie devant toi aussi, que tu es content de livrer un bon match. Jacques, ici, nous sommes presque à la fin de cette émission. Mais une toute dernière question, c'est cet aspect économique. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Togo a des secteurs, des domaines dans lesquels il faut investir, des domaines qui sont porteurs de croissance, où il faut investir pour renverser la tendance? Effectivement, il y a le premier secteur au Togo, on le disait depuis, c'est l'agroalimentaire. Non seulement l'agroalimentaire, mais aujourd'hui, on doit rentrer dans l'agro-business. Et on a les potentialités. Moi, j'en connais dans un certain nombre de régions. Vous savez que l'année dernière, je crois, l'un des cultivateurs qui a eu le meilleur taux de rendement, il est dans la préfecture de Vaud. Il y a quelqu'un, un pisciculteur qui est à Gou, qui a occupé le premier rang dans ce terrain-là, sur le champ de la pisciculture. J'ai eu tous ces renseignements-là. Donc, l'agroalimentaire et l'agro-business, c'est le premier secteur du Togo. C'est le secteur porteur par excellence du Togo. Vous savez pourquoi? Quand vous voyez tous les produits de consommation que le Togo a, vous prenez le maïs, vous prenez le manioc et tous ses dérivés, vous prenez le palmier à huile, le décou et tous ses dérivés, vous prenez le mil, tout ça, le Togo doit être autosuffisant. Le Togo doit être un pays qui ne doit pas aller acheter le produit de consommation alimentaire de l'extérieur. Parce que quand vous allez acheter du riz à l'extérieur, vous allez acheter des spaghettis à l'extérieur. Et c'est ça qui domine. Parce que vous n'avez pas dans le reste des domaines, dans le domaine de la production de l'igname avec lequel on fait du foufou, vous n'avez pas une production majeure.
c'est de l'argent qui sort du pays pour aller vers l'extérieur. Donc c'est votre économie qui est drainée vers l'extérieur. Ça casse le pays. Donc nous avons besoin dans ce secteur-là d'investir. Le riz, nous pouvons le produire au Togo. Je vous dis, hein, monsieur Niaoui, qu'en réalité, quand vous prenez le Togo, le seul produit alimentaire de consommation que le Togo peut aller acheter à l'extérieur, c'est les pâtes alimentaires, macaroni comme on l'appelle, ou spaghetti. Tout le reste peut être produit au Togo. Le Togo, dans la vallée de l'Oti, dans la vallée du Mono et dans la vallée du Zio, est en mesure, s'il met les moyens, de produire du riz que nous allons consommer et dont nous allons même livrer le surplus au Bénin, comme les gens font pour le maïs aujourd'hui. Donc, c'est le premier secteur dans lequel il faut investir. L'agriculture, l'élevage, surtout le petit élevage, l'élevage comment on appelle, les poulets, les pintades, etc. Voilà ce qu'il faut faire, surtout à cause du côté médicinal et du côté nutritionnel de la viande rouge aujourd'hui. C'est un secteur dans lequel on doit produire beaucoup, c'est le secteur des volailles, dans lequel on doit produire beaucoup. La pisciculture doit être une donnée aujourd'hui qui est connue, où les formations se font, qui est connue dans tous les milieux. Maintenant, le second secteur pour nous, c'est le secteur des mines et le secteur des produits de rente. Parce que nous avons la chance que les produits de rente, comme le café, le cacao et le coton, c'est des choses que nous produisons de notre sol. C'est-à-dire qu'on met dans le sol et puis ça sort et vous pouvez aller le vendre à l'extérieur pour avoir de plus-value. Vous comprenez? Parce que ça fait rentrer de l'argent beaucoup plus que vous n'avez sorti dans le pays. Vous pouvez mettre par exemple 10 milliards dans la production et le pays en gagne par exemple 30 milliards. Ou vous mettez 50 milliards dans la production et le pays en gagne 150 milliards en retour quand vous allez vendre des produits à l'extérieur. Le troisième secteur que nous avons, c'est le secteur minier lui-même. Nous avons le phosphate qui a encore de la valeur. Nous avons du ciment, le meilleur gisement de la sous-région. Nous en avons. Nous avons le fer à Bandjeli. Nous avons le marbre dans Pagala. Et il faut travailler pour voir la teneur de l'uranium qui se trouve sur les sols du défalé, etc. Quelle est sa teneur là? C'est sur ça qu'il faut mettre de l'accent. Parce que ça, c'est des produits qu'on va vendre à l'extérieur pour ramener de l'argent dans le pays. Le Togo est un pays potentiellement riche. Potentiellement riche, si on met tout ça en branle, mais vous allez voir, c'est-à-dire que les gens vont venir ici. On va être un petit Eldorado, dans la forme africaine, mais un petit Eldorado quand même. Le quatrième secteur, c'est le port. Le port, c'est vraiment de l'argent. Le port, c'est de l'argent. Si avec le troisième quai là, on fait un effort de faire en sorte qu'on ait un corridor routier qui soit 2 allées, 2 retours au moins, pour commencer, le minimum. Et qu'on essaie de travailler un peu avec la République fédérale d'Allemagne, qui est en pointe dans ce domaine-là, pour qu'ils nous mettent les chemins de fer et les rails transporteurs de conteneurs, on est en mesure d'engranger de l'argent. On est en mesure, si vous ne savez même pas faire, les gens vont abandonner tout le reste du secteur, mais rien que le port et l'utilisation du corridor routier et l'utilisation du corridor ferroviaire peut ramener ce qu'il faut d'abord pour boucler le budget. Jean Kissi, merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie et tout le plaisir est pour moi de pouvoir avoir la possibilité d'intervenir sur votre média, surtout parce que vous êtes sur satellite et que c'est vu surtout par nos Togolais à l'extérieur. C'est tout le plaisir est pour moi. C'est moi qui vous remercie. Que vous êtes le secrétaire national du comité d'action pour le renouveau local. Cette émission est maintenant terminée. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Rendez-vous le dimanche à venir.